Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir Pierre Lecorf, qui est un jeune vraiment pas comme les autres, parce que tu es courageux à la limite du téméraire. Et nous, on s'est connus il y a une demi-douzaine d'années, tu étais un jeune entrepreneur très actif. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, tu as monté une opération humanitaire qui s'appelle We Are Super Heroes et qui aujourd'hui, depuis plusieurs mois d'ailleurs, t'a emmené en plein cœur de la guerre. Et j'aimerais que tu nous parles à la fois de ce projet et de la manière dont tu es arrivé à mettre tout ton cœur finalement dans à la fois un tour du monde et aujourd'hui une action humanitaire en pleine zone de guerre. Disons qu'initialement, l'objectif de la création de cette ONG, c'était d'accompagner les communautés marginalisées. C'était non seulement d'apprendre à les connaître, mais aussi d'être capable de transmettre qui ils sont et de donner du sens à leurs histoires. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tous ces gens qui vivaient dans des zones extrêmement marginalisées, entre les minorités ethniques, les bidonvilles, les zones de conflit, etc., vivaient des situations de détresse. Donc on a commencé à mettre en place des opérations sociales qui visaient, on va dire, à les accompagner au jour le jour, soit à reconstruire un petit peu l'espoir, à maintenir qui ils sont, ou les aider à sortir des gangs, des cartels, des bidonvilles et leur donner, on va dire, un objectif de vie, les accompagner étape par étape à le faire. Finalement, au départ, le tour du monde était vraiment l'idée d'avoir une perspective de celui-ci, d'essayer de comprendre qui sont les gens. Non pas seulement un pays, non pas seulement une culture, non pas seulement une personne ou une catégorie de personnes, mais d'essayer de comprendre le monde tel qu'il était, à savoir un ensemble. J'ai essayé d'apprendre à comprendre les humains, j'ai essayé d'apprendre à comprendre comment ils vivent, comment chacun finalement regarde l'autre. Et c'est pas tant la marginalisation le problème, c'est qu'est-ce qui marginalise les gens. Et c'est justement le regard que l'on porte sur ces communautés. Du coup, oui, ce voyage était vraiment dédié à l'initial pour déplacer ce paradigme qui était de la peur de ce que l'on ne connaît pas vers l'empathie. Et la Syrie, j'en suis arrivé là tout simplement parce qu'en arrivant en Syrie et en arrivant en particulier à Alep, j'ai découvert probablement l'une des plus grandes communautés marginalisées que j'ai pu découvrir à travers le monde, puisque ce sont presque 1,2 million personnes qui affrontent quotidiennement le terrorisme, les roquettes, les bombes, la mort, l'ignorance. Ce sont des fantômes qui essaient de survivre et qui essaient de croire en demain. D'où ça te vient? Parce que, évidemment, il y a aussi une quête personnelle, profonde, pour à la fois s'engager dans un tour du monde. Tu as vendu tout ce que tu avais pour pouvoir mener ce tour du monde. Évidemment, tu as laissé derrière toi ta vie d'ici pour, au quotidien, eh bien, aller devant tous les dangers et s'engager vraiment dans la vie, partager ta vie avec ses compagnons d'infortune. Donc, d'où t'es venu finalement cette volonté humaniste de se poser vraiment les questions et d'y répondre réellement, concrètement, en vivant avec les autres à tous les coins du monde? À l'initial, le projet était de collecter les savoirs de gens et de leur donner de la valeur. L'une des Qu'est-ce choses que tu cherchais? C'est ça ma question. Je pense que une des choses qui m'a marqué, c'est quand j'étais plus petit. Quand j'étais plus petit, et comme on n'avait pas forcément d'argent, c'est une chose dont j'utilise pour expliquer un peu la situation, mais on collectait des choses dans les décharges publiques, et au fur et à mesure des années qui passent, j'ai appris à découvrir la vie des autres à travers des livres, des cartes postales, des lettres d'amour, etc. Et j'ai découvert quelque chose qui au départ me faisait peur, c'est-à-dire l'autre. Et disons qu'au fur et à mesure des années qui sont passées, et même encore aujourd'hui, en arrivant, après avoir monté quelques entreprises, après avoir commencé à avoir une vie, moi qui venais d'un parcours initialement extrêmement modeste et d'une famille quand même assez pauvre, je me suis rendu compte à Paris que je commençais à avoir l'impression d'être plus important que je ne l'étais vraiment. Je commençais à avoir l'impression d'en savoir plus que je n'en savais vraiment. Et je suis un peu retourné à ma nature profonde, celle du jeune garçon que j'étais, de l'enfant qui aime apprendre et qui a envie qui a toujours aimé les autres. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, puisque à ce jour-là, j'ai décidé de tout abandonner parce que je considérais que c'était plus moi. Et que les autres, je voulais apprendre à les redécouvrir, non pas avec le regard que j'avais appris à avoir en essayant de devenir quelqu'un, un entrepreneur qui tire son épingle du jeu, qui finalement arrive à s'en sentir mieux que d'autres, etc. Mais comme quelqu'un qui essaie de retrouver sa vraie nature humaine. Aujourd'hui, tu repars en Syrie, tu vas t'installer pour les prochaines années à travers ton engagement dans ton ONG, donc We Are Super Heroes, encore sur ce terrain. Finalement, comment, par cette vision au quotidien de la guerre, tu pourrais nous expliquer, à nous, qui évidemment sommes à des milliers de kilomètres, sommes souvent très mal informés, et volontairement désinformés d'ailleurs de ce qui se passe sur le terrain, la situation, et aussi finalement, selon toi, qu'est-ce qui pourrait améliorer cette situation et évidemment, à un temps plus long, sortir ces populations de cette extrême urgence, de la guerre
et de l'exil forcé ou de la mort. Si déjà je devais faire un panorama de la situation en Syrie, je dirais qu'elle est assez simple mais volontairement compliquée. C'est-à-dire qu'en Syrie, il y a eu en 2011 une révolution, un besoin de réforme de la part de la population qu'on ne peut pas contester. Ça oppose encore aujourd'hui le gouvernement donc syrien de Bachar al-Assad à des soi-disant rebelles. Malheureusement, il y a une réalité, c'est-à-dire que les rebelles n'existent pas. Il y a d'un côté les civils qui vivent encore sous la zone du régime, donc le régime, les Syriens qui ne sont pas des occupants, des gens qui continuent à aller à l'université, des gens qui continuent à aller à l'école, et d'un autre côté, les parties où vivent encore aussi des civils, principalement sunnites, qui sont aujourd'hui dans les zones que Al-Nosra a prises et depuis lesquelles ils tirent sur nous. Si je devais t'expliquer la situation au quotidien des gens, je te demanderais d'essayer de te mettre à leur place. Et je te demanderais d'essayer d'imaginer ce que ça fait que de tous les jours te demander si tes enfants ou toi-même, quand tu vas dans la rue, tu vas pas mourir. D'une balle, d'une roquette, d'un mortier, d'une bonbonne de gaz montée en roquette, d'une chaudière à eau montée en roquette. La nuit, dormir parfois habillé avec un sac tout prêt parce que tu entends les terroristes qui mènent une attaque extrêmement forte et que finalement les balles rebondissent tout autour de toi. Le fait de ne plus avoir d'opportunités, de ne pas avoir d'emploi, puisque le pays était fermé, il y a un embargo maintenant, et que tout ce que tu pouvais acheter à l'époque et qui t'était accessible était multiplié par 15. Le fait qu'aujourd'hui les gens perdent l'espoir, que les jeunes ne savent plus quoi faire, ne savent plus où aller, le fait qu'aujourd'hui les gens se sentent ignorés, se sentent être des fantômes, parce que le monde ne fait qu'observer ce qui se passe très souvent de l'autre côté, et tous ces gens, tous ces jeunes qui essaient de croire en demain et de reconstruire leur avenir, meurent, voyagent, et ne savent plus qui ils sont, ne savent plus qui ils veulent devenir. Je ne peux pas te décrire tout ce qui est pu arriver parce que tous les jours, des gens que j'ai pu connaître ou des jeunes avec qui j'ai pu travailler ou des enfants dont j'ai pu m'occuper meurent. Tous les jours, des bombes, des roquettes, des mortiers tombent. Tous les jours, on a peur. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Quand on n'a pas d'essence, on n'a rien du tout. Les gens vivent avec rien. Pour autant, il y a une chose qui m'a beaucoup touché là-bas et je pense que c'est la chose que je tiens à retenir parce que la guerre, c'est une chose. Mais la vie en est une autre. Et malgré la mort, les gens maintiennent l'espoir. Malgré le fait qu'il n'y ait plus rien, les gens continuent à croire. Et ce sont des centaines de milliers de personnes qui continuent à se lever le matin, des dizaines de milliers d'enfants qui continuent à aller à l'école, des dizaines de milliers de personnes qui continuent d'ouvrir leurs échoppes, même quand il n'y a plus de tourisme, même quand il n'y a plus de clients. Ce sont des gens qui continuent à espérer, à croire et à réinventer quotidiennement qui ils sont ainsi que leur quotidien. Et je considère qu'à Alep particulièrement, tous ces gens qui vivent, tous ces civils sont des modèles pour le monde parce que la guerre les a fait grandir et les a changés. Tu es la seule ONG française qui est à Alep, dans cette zone de guerre. Et finalement, par le fait que tu sois de cette génération, par le fait aussi que tu viennes de ce milieu social et que tu aies grandi dans notre pays, en France, est-ce que ça te renseigne, cette expérience de vie au quotidien, sur ton identité à toi, sur qu'est-ce que c'est qu'être français, qui a un grand débat en France aujourd'hui complètement galvaudé. Et est-ce que tu as un message à adresser, une idée peut-être, ou un mode d'engagement à enjoindre à des gens de ta génération, français, qui se posent les mêmes questions que tu t'es posées toi au moment de partir il y a 2 ans? Il y a beaucoup de gens qui parlent d'agir, il y a beaucoup de gens qui parlent de faire, mais il y a beaucoup de gens qui parlent. Et la grosse difficulté, c'est que beaucoup de gens continuent de parler. Et malheureusement, n'agissent pas assez. Alors c'est vrai que ça fait peur. Je ne peux pas dire que j'ai pas peur de faire ce que je fais. Je ne peux pas dire que au quotidien, c'est pas difficile, parce que c'est de grandes responsabilités. Ça implique le fait d'accepter de potentiellement mourir et de mourir aussi pour les gens qui m'entourent, de perdre au quotidien des gens que j'aime. Ça implique aussi des responsabilités financières, ça implique un total sacrifice. Je ne peux pas dire le contraire, mais les gens devraient essayer. Et je pense que c'est la chose qui compte. C'est pas tant de réussir, c'est pas tant de changer le monde, mais c'est d'essayer étape par étape. Il n'y a pas de petites initiatives, au contraire. Il y a une chose qui est à la fois d'un côté sur la question de l'action, à savoir les jeunes qui n'agissent pas assez, qui ont envie mais qui ont peur, et d'un autre côté la situation à travers le monde que beaucoup de gens ignorent. Il faut savoir que lorsqu'on ignore, on condamne. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à travers le monde, dans bien des communautés. Et là, on ne parle pas vraiment de social. Je veux dire que, comme j'ai l'habitude de dire à Alep, un jour Paris pourrait devenir Alep, comme Alep était Paris. On appelait Alep le Paris du Moyen-Orient. Ce qui signifie qu'un du jour au lendemain, on peut tout perdre. Et nous, Français, pouvons nous retrouver dans cette situation-là.
Et alors, comment est-ce que nous réagirions si le monde nous regardait de la manière dont nous regardons les Syriens aujourd'hui? Si nous regardions les gens qui sont des êtres humains avec des histoires comme nous, comme simplement des réfugiés, comme simplement une nationalité. Être français ou être syrien, c'est pas seulement être une nationalité, c'est être un humain avec des responsabilités, à la fois envers son pays, mais envers les gens qui nous entourent et ceux qui vivent autour de nous en tant qu'humains, pas seulement en tant que Français. Donc, autour de nous en tant qu'humains. Quand je vois des Français, quand je vois des Syriens, quand je vois toute nationalité autour de moi, je vois des citoyens. Mais je ne vois pas des citoyens ni de France, ni de Syrie, je vois des citoyens du monde. Et ça, c'est en tout cas la chose qui me tient à cœur. Qu'est-ce que ces citoyens du monde avec lesquels tu vis à Alep, dans cette situation évidemment d'urgence absolue, attendent des gouvernements de ton pays, la France par exemple, mais aussi des citoyens du monde qui eux vivent dans une vie de sécurité, de paix, parfois même aussi d'abondance, pour se sortir de ce pétrin? Malheureusement, beaucoup de gens n'y croient plus. Beaucoup de gens demandent, espèrent pouvoir voyager. Certains, ce sont un peu les solutions de dernière minute et de dernière chance. Les gens espéreraient qu'on prenne en considération le fait qu'ils soient humains et qu'ils existent, qu'ils soient finalement sacrifiés pour une guerre qui n'est pas la leur, une guerre insensée qui n'est pas la guerre de Syrie, mais une guerre en Syrie. Les gens ne savent plus comment se comporter. Les jeunes espèrent mourir. Les jeunes ne croient plus en demain parce que finalement le monde s'est entièrement fermé sur eux. Donc l'une des principales choses que les gens attendent, c'est qu'on essaie de leur tendre la main, qu'on essaie de croire à nouveau en eux et qu'on les fasse exister aux yeux du monde. Parce que le monde ayant aujourd'hui condamné la Syrie, c'est-à-dire par à la fois cette guerre, mais aussi un embargo, je veux dire économique, qui condamne la population, non pas le gouvernement, mais la population, c'est-à-dire que les gens vivent, 80% des personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, et ne serait-ce que même à l'intérieur du pays, c'est plus de 9 millions de personnes qui sont réfugiées à l'intérieur du pays. J'ai rencontré des gens qui étaient des patrons d'usines qui maintenant vendent des chaussures usagées. Des familles que je rencontre sur les lignes de front, qui vivent dans des carcasses d'immeubles, qui font face aux snipers tous les jours, parce qu'ils n'ont plus rien. Avant, ils avaient des villas, ils avaient des propriétés, ils avaient une situation. C'est un pays et une ville extrêmement riche. Et les gens avaient tout. Et puis du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Ils ont appris à se réinventer, mais quand les gens me disent aujourd'hui dans les familles qui ne savent plus quand est-ce que c'est la dernière fois qu'ils ont mis du poulet dans l'assiette de leurs enfants, on se pose la question, est-ce que c'est possible quand même qu'une telle situation puisse exister? Quand on connaît les différences qui existent à travers le monde, mais aussi, je veux dire, les soutiens qui pourraient être mis en place, est-ce que c'est normal que des gens vivent aujourd'hui en Syrie, parfois avec 5000 livres syriennes, ce qui correspond à peu près à 10 euros mensuellement? Est-ce que c'est normal que des gens ne puissent pas subvenir aux besoins primaires, je veux dire, de l'éducation de leurs enfants, la nourriture? Dans une situation comme celle-ci, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Les gens attendent de l'espoir, mais ils ne savent pas comment. Ils essaient de trouver, mais non, ils ne savent pas comment. Toi, tous les jours, grâce évidemment à ton engagement, tu documentes, notamment via les réseaux sociaux, et tu donnes finalement une autre existence à leur vie. Tu permets aussi de faire circuler leurs histoires, qui évidemment sont des histoires de super-héros, c'est ça, We Are Super-Heroes. Mais finalement, comment nous, d'où nous sommes, et avec nos moyens et ceux que nous sommes, nous pouvons t'aider et à travers toi, aider ces populations à la fois garder évidemment toute leur dignité, mais aussi à gagner en sécurité et à gagner finalement à long terme en solution pour s'en sortir par le haut. Comment on peut t'aider via ton ONG et aider ces populations aujourd'hui? Aujourd'hui, on a mis en place des programmes à Alep qui visent à accompagner psychologiquement les enfants, les jeunes, mais aussi les aider à maintenir leurs projets et maintenir, on va dire, l'espoir et le reconstruire tous les jours, ainsi que les besoins humanitaires les plus vitaux. Depuis la France, nous sommes en train d'essayer de construire un pont d'un côté et une fenêtre de l'autre pour faire en sorte qu'ils puissent voir qu'il y a quelque chose qui existe en dehors de la guerre, en dehors du monde. Puisqu'ils considèrent qu'aujourd'hui, la vie, c'est la guerre. Leur vie, c'est la guerre. Beaucoup d'enfants ont grandi avec la guerre, ne connaissent que ça. Aujourd'hui, il y a déjà une vraie priorité qui est celle de rétablir la vérité sur ce qui se passe réellement. C'est-à-dire qu'ils ont un besoin de considération et de sentir qu'ils existent, de sentir qu'ils ont de la valeur, de sentir que le monde s'intéresse aujourd'hui à ce qui se passe, mais aussi le monde s'intéresse à eux en tant qu'humains. D'un autre côté, ce qui serait important aujourd'hui, ce serait de mobiliser des personnes, des talents, des entreprises, des organisations, des startups, des associations, quelles qu'elles soient, qui voudraient aujourd'hui s'impliquer à distance à Alep en apportant des idées, en apportant des projets, en apportant des réseaux ou une aide matérielle.
L'idée aujourd'hui, c'est de s'impliquer par l'intelligence collective, puisque c'est en s'unissant qu'on arrivera aujourd'hui à changer la situation dans une ville qui est quand même une zone de guerre, qui subit à la fois ces difficultés du fait d'être une zone de guerre, mais qui aussi est une ville qui est totalement refermée sur elle, même puisque nous sommes en état de siège par Al-Qaïda. Donc les gens ont énormément de mal aujourd'hui à imaginer une perspective où finalement le monde s'intéresse à eux, où les gens ont envie de venir à leur secours. Mais c'est une réalité. Et le fait de documenter leurs histoires, de continuellement transmettre qui ils sont, ce qui se passe, ce qu'ils vivent, etc., petit à petit, je reçois des centaines de messages de gens qui se sentent sensibilisés et qui demandent oui, mais comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment, où. La réponse, elle est là. L'idée déjà, c'est de commencer à essayer d'ouvrir les yeux, d'ouvrir son cœur sur ce qui se passe réellement. Pas seulement comme l'utiliser comme un sujet pour avoir l'air plus intelligent dans les repas, puisqu'il y a une espèce de passion morbide qui est née depuis ces 4 dernières années pour la guerre en Syrie, puisqu'elle est documentée au quotidien. Mais malheureusement, ce qui compte d'abord, c'est d'essayer de s'intéresser à ce qui se passe et d'essayer de se rapprocher de la réalité, c'est-à-dire des gens. J'espère que des gens comme ceux-là et comme toutes les personnes qui m'ont écrit jusqu'à maintenant voudront s'impliquer, je veux dire activement, ne serait-ce que des idées, ne serait-ce que des messages de soutien. Et tout est valuable, tout est, j'ai plus le mot en français, mais valuable. Tout est valable, Oui. tout apporte quelque chose. Merci beaucoup en tout cas pour ton engagement et pour la puissance de ton témoignage. J'espère que tu seras entendu et j'espère surtout que à l'issue de ton prochain voyage de 2 ans ou plus, la situation se sera améliorée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, ça va toujours mal quelque part dans le monde. Et quand on est humaniste, on a toujours le cœur qui pleure quelque part. Donc à mon avis, tu es parti pour porter les croix finalement dans le monde. Et c'est, je trouve, en tout cas dans la société française aujourd'hui, une forme d'engagement qu'on valorise pas assez. Il y a des processus, évidemment. Le service civique en est un. Il y en a d'autres aussi qui permettent de s'engager au quotidien, mais par peur, par lâcheté, par méconnaissance, pour tout un tas d'ailleurs de phénomènes, on met de côté les projets aventuriers et humanistes comme les tiens. Et en tout cas, je suis très heureux que tu aies pu venir nous raconter ça et j'espère que on pourra passer de l'émotion à, évidemment, à notre échelle modeste par rapport à la tienne, l'action sur un sujet comme celui-ci qui est traité ici sous l'angle des réfugiés ou sous l'angle, en effet, de la guerre contre le terrorisme, mais qui, chez vous, pour le coup, tue tous les jours et pose, évidemment, la question de la fraternité humaine. Merci beaucoup, Pierre, en tout cas, Avec plaisir. et à très bientôt, j'espère. À bientôt.